On va passer au dossier numéro 5. Donc, il s'agit d'un homme de 64 ans qui vient vous consulter pour des œdèmes des membres inférieurs et une augmentation du périmètre abdominal. Ce patient est un patient alcoolo-tabagique avec une intoxication sevrée depuis 2 ans, avec un tabagisme à 130 paquets année, et il consommait 2,5 litres de bière par jour. Il présente également un diabète de type 2 traité par régime. Depuis 4 ans, ce diabète est bien équilibré, une péritonite appendiculaire dans l'enfance et une hémorragie sur ulcère gastrique pour laquelle il a été transfusé. À l'examen clinique, vous retrouvez une pression artérielle à 150/95, un poids à 70 kg contre 65 habituellement, des œdèmes des membres inférieurs qui prennent le godet, l'abdomen est tendu, mat à la percussion des flancs. Le reste de l'examen est sans particularité. À la bandelette urinaire, vous retrouvez une protéinurée à 4 croix, le reste est négatif. Biologiquement, une créatinine à 110 micromoles par litre, une urée à 7 millimoles par litre, un sodium à 132, un potassium à 3,9, une hémoglobine à 11, des plaquettes à 220 000 et des leucocytes à 7 560. Que suspectez-vous? Comment prouvez-vous votre diagnostic? Quelles sont les étiologies possibles que vous pouvez évoquer? À votre avis, quelle est la cause la plus probable et pourquoi? Quel est l'examen qui va confirmer le diagnostic et qu'est-ce qu'il va mettre en évidence? Vous devez demander d'autres examens à visée étiologique. Quels sont-ils? Tous ces examens sont normaux. Quel est le principe de votre traitement? Et quelle est votre surveillance? Quelques jours plus tard, le patient présente de violentes douleurs lombaires droites. À la bandelette urinaire, vous retrouvez une protéinurie à 4 croix, une hématurie à 2 croix, pas de leucocytes ni nitrites, et vous réalisez cet examen, interprétez-le. Quelle est l'autre complication qui aurait pu être évoquée devant ce tableau et vous n'avez pas à justifier? On passe à la correction. Donc un patient de 64 ans qui vous consulte pour des œdèmes, un ancien alcoolo-tabagique. Alors, que suspectez-vous devant ce tableau? Vous devez suspecter un syndrome néphrotique. Pourquoi un syndrome néphrotique? Parce que cliniquement, vous aviez des œdèmes des membres inférieurs, de l'acide et une protéinurie abondante à la bandelette urinaire, une protéinurie à 4 croix. Ensuite, devant tout syndrome néphrotique, vous devez préciser s'il est pur ou s'il est impur. Chez ce patient, le syndrome néphrotique est impur. Pourquoi? Puisqu'il y a une hypertension artérielle et une insuffisance rénale. Les 3 critères pour dire qu'un syndrome néphrotique est pur, c'est l'absence d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale et d'hématurie. Le caractère sélectif ou non de la protéinurie n'intervient pas dans le caractère pur ou impur, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent. Comment vous pouvez prouver votre diagnostic de syndrome néphrotique? Il est important de préciser que le diagnostic de syndrome néphrotique est un diagnostic biologique. La présence d'œdème ou l'absence d'œdème n'intervient pas dans le diagnostic de syndrome néphrotique. Il existe des syndromes néphrotiques sans œdème. Donc il y a 3 critères pour parler de syndrome néphrotique. D'abord, une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures, qui s'associe à une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre et ou une hypoprotidémie inférieure à 60 grammes par litre. Ensuite, il faut confirmer qu'il s'agit d'un syndrome néphrotique impur. Donc pour cela, vous allez confirmer le caractère organique de l'insuffisance rénale. Vous demandez un iono, une urée, une créate urinaire. Et enfin, il faut rechercher une hématurie en demandant un ECBU. Les étiologies possibles de ce syndrome néphrotique, donc comme pour le dossier de tout à l'heure avec la jeune femme qui avait une maladie de Berger, il faut évoquer une néphropathie glomérulaire. D'abord une néphropathie glomérulaire primitive. Quelles sont les néphropathies glomérulaires primitives qui peuvent donner un syndrome néphrotique impur
avec une HTA, une insuffisance rénale mais sans hématurie. D'abord une glomérulonéphrite extramembraneuse idiopathique, qui est la cause la plus fréquente de syndrome néphrotique idiopathique chez l'adulte. Ensuite, une amylose AL primitive. Et enfin, une hyalinose segmentaire et focale. Ensuite, vous devez évoquer les causes de néphropathie glomérulaire secondaire. Donc, ce sont les mêmes lésions histologiques. D'abord une GEM secondaire, soit une hépatite B, soit un cancer. Ensuite, une amylose AL secondaire. On aurait également pu évoquer une néphropathie diabétique compte tenu de l'antécédent de diabète. Et enfin, une HSF secondaire. L'étiologie la plus probable de ce syndrome néphrotique est une glomérulonéphrite extramembraneuse. Pourquoi ? Puisque vous aviez un syndrome néphrotique impur avec une hypertension artérielle et une insuffisance rénale, mais sans hématurie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la GEM, vous pouvez avoir une hématurie, mais elle est habituellement de faible débit. Ensuite, vous aviez des arguments pour une GEM idiopathique, d'abord l'argument de fréquence, et ensuite vous aviez l'âge compatible, puisque le pic de fréquence se situe aux alentours de 60 ans. Ensuite, vous aviez des arguments pour une GEM secondaire. Vous aviez des facteurs de risque d'infection virale B, puisque le patient avait été transfusé. Et puis, vous aviez de nombreux points d'appel néoplasiques, en particulier l'intoxication alcoolo-tabagique, qui peut être responsable de cancer pulmonaire, du pancréas, ORL ou de l'œsophage. Et enfin, vous aviez des antécédents d'ulcères de l'estomac, qui peuvent se compliquer de cancer de l'estomac. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont le plus souvent les adénocarcinomes qui donnent des GEM secondaires. Donc pensez toujours aux arguments négatifs. Les arguments négatifs, c'était les arguments contre les autres étiologies. D'abord une HSF, c'est rare à cet âge-là. Une amylose, c'est également rare. Il n'y avait aucun argument extra-rénal pour une amylose. Il n'y avait pas d'hépatomégalie, pas de macroglossie, pas de neuropathie, etc. Et il y avait une hypertension artérielle. Dans l'amylose, il y a le plus souvent une neuropathie végétative et les patients sont très souvent hypotendus. Ensuite, pour la néphropathie diabétique, le délai est beaucoup trop court. Le patient n'a un diabète que depuis 4 ans et en plus, son diabète est bien équilibré. Quel est l'examen qui va confirmer le diagnostic de GEM et qu'est-ce qu'il va montrer ? Donc, comme tout à l'heure, c'est un examen anatomopathologique. Et pour cela, vous allez faire une ponction biopsie rénale. Sur cet examen, comme tout à l'heure, vous allez demander 2 choses. D'abord, un examen en microscopie optique qui va montrer des dépôts extramembraneux et une absence de prolifération cellulaire. Et ensuite, vous allez demander une immunofluorescence avec des sérums anti-IgG, IgA, C3 et les chaînes légères kappa et lambda qui vont vous montrer des dépôts extramembraneux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dépôt extramembraneux ? Si vous prenez un glomérule, vous avez le pôle vasculaire ici, le pôle urinaire ici et le flocculus. Si on fait une tranche de section ici, vous avez d'un côté donc les cellules endothéliales, qui sont des capillaires fenêtrés. Ensuite, vous avez la membrane basale glomérulaire, qui est une matrice extracellulaire. Et enfin, vous avez les pédicelles des podocytes. Donc ici, vous avez le versant urinaire. Et ici, le versant vasculaire. Donc les dépôts, ils vont se situer donc, à l'extérieur de la membrane basale glomérulaire, c'est-à-dire vers le versant urinaire ici. Et donc ce seront soit des dépôts granuleux comme ça, soit de gros dépôts comme ça. Donc ces dépôts, ils peuvent être visibles en microscopie optique, parfois ils ne le sont pas et on ne les voit qu'en immunofluorescence. Enfin, comme tout à l'heure, il faut évaluer le pronostic de la maladie et l'existence d'une fibrose interstitielle et son extension. Les autres examens demandés à visée étiologique, il faut rechercher des causes, des arguments pour une GEM secondaire.
Et ça, c'est très important avant de conclure à une GEM idiopathique. Les trois principales causes de GEM secondaires, c'est d'abord l'hépatite B, ensuite les néoplasies et enfin le lupus. Chez ce patient de 64 ans qui est un homme, le lupus est assez peu probable. Donc vous allez d'abord demander une sérologie de l'hépatite B. Donc pour ça, vous demandez l'antigène HBS, l'anticorps anti-HBS et l'anticorps anti-HBC. Vous pouvez demander également une sérologie syphilitide, qui est une cause classique de GEM, mais qui est extrêmement rare. Ensuite, il faut rechercher une néoplasie, et ça, c'est vraiment très important. Chez ce patient qui est alcoolo-tabagique, vous devez de rechercher une néoplasie, et donc là, vos examens seront assez complets. Donc vous allez demander un examen ORL pour rechercher un cancer des voies aériennes supérieures et une panendoscopie. Une fibroscopie œsogastro-duodénale pour le cancer de l'œsophage sur l'intoxication alcoolo-tabagique et pour le cancer de l'estomac secondaire à l'ulcère. Vous allez également rechercher un cancer du poumon. Donc pour ça, vous demandez une radio des poumons et vous demandez aussi un scanner. Et ce qui est très important, c'est de ne pas injecter le scanner puisqu'il a déjà une insuffisance rénale. Et en fonction de ces résultats, vous discuterez de faire une fibroscopie bronchique avec des biopsies. Enfin, il faut rechercher une tumeur abdominale. Donc pour ça, vous demandez une échographie, éventuellement un scanner, sachant que ce scanner, vous ne pourrez pas l'injecter puisqu'il a une insuffisance rénale. Si vous ne demandez ni la sérologie hépatite B, ni la recherche d'une néoplasie, vous aurez 0 à la question, voire au dossier. Enfin, on peut quand même faire un bilan immunologique minimal en demandant les FAN et le complément pour s'assurer de l'absence d'une cause immunologique. Tous ces examens sont normaux. Vous concluez donc à une GEM idiopathique. Quel est le principe du traitement? Ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement de la GEM a changé depuis quelques années. Maintenant, il n'y a pas de traitement spécifique. On a abandonné le traitement immunosuppresseur en première intention. En première intention, il faut faire une néphroprotection. C'est toujours la même chose. Donc la néphroprotection, c'est quoi? C'est être pris en charge par un néphrologue, ne pas prendre de médicaments néphrotoxiques et pas d'iode. Et surtout, ce qui est très important ici, c'est le traitement antiprotéinurique pour un objectif de protéinurie inférieur à 0,5 g par jour. Pour ça, vous allez utiliser soit des IEC, soit des ARA2, voire même associer les deux si vous n'arrivez pas à obtenir une protéinurie inférieure à 0,5 g par jour. Il faut également faire un régime hypoprotidique, donc 0,8 g kg au jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de syndrome néphrotique, il y a un risque de dénutrition. Donc si le patient mange peu ou s'il est déjà dénutri, vous devez faire un régime normaux, voire hyperprotidique. Il ne faut pas oublier les facteurs de risque cardiovasculaire qui étaient nombreux ici. Donc il faut corriger sa pression artérielle avec un objectif de 130/80, comme tout à l'heure. C'est toujours la même valeur, c'est toujours le même objectif, en mettant les IEC, le régime hyposodé et surtout en maintenant le sevrage alcoolique. Ensuite, on vous disait que le patient était tabagique, donc il faut poursuivre le sevrage tabagique, ça c'est très important. Il faut qu'il ait un équilibre glycémique strict avec un objectif d'hémoglobine glyquée inférieur à 6%, et si nécessaire, il faudra introduire un traitement soit par antidiabétique oraux si la fonction rénale le permet, soit par insuline. Il faut lutter contre l'hypercholestérolémie, donc vous allez faire un régime hypolipidique et vous allez adjoindre une statine puisque en cas de syndrome néphrotique, vous avez toujours une hypercholestérolémie et vous avez souvent cette hypercholestérolémie qui est difficile à contrôler, donc vous aurez forcément besoin d'une statine. Ensuite, il faut faire un traitement symptomatique des œdèmes. Pour cela, vous faites une restriction sodée, vous mettez des diurétiques de Lens. Si le patient présente une hyponatrémie ou s'il a une petite diurèse, il faudra également faire une restriction hydrique. Enfin, il faut toujours penser à la prévention des complications de la maladie. Donc les complications, c'est la dénutrition dont on a parlé tout à l'heure. Donc si le patient est dénutri, il faut un régime hyperprotidique, lutter contre l'hypercholestérolémie, les infections qui sont secondaires à une hypogammaglobulinémie. Donc vous prévenez le patient qu'il doit consulter s'il a la moindre fièvre, s'il tousse, s'il crache, etc. Et enfin, une complication extrêmement importante, ce sont les complications thromboemboliques au cours du syndrome néphrotique et en particulier au cours de la GEM. Il y a une fuite urinaire des protéines anticoagulantes qui est responsable d'un état prothrombotique et les patients font facilement des thromboses artérielles et veineuses, surtout veineuses. Donc,
Pour cela, vous allez regarder le taux d'albumine. Si l'albumine est inférieure à 20 grammes par litre, c'est que la fuite de protéines anticoagulantes est très importante et dans ce cas-là, vous devez faire une anticoagulation efficace. En revanche, si l'albumine est supérieure à 20 grammes par litre, vous pouvez vous contenter d'une anticoagulation préventive pendant l'hospitalisation et ensuite par des bas de contention. Il faudra lui proposer une prise en charge par une diététicienne pour lui expliquer son régime qui va être assez lourd, une prise en charge psychologique puisque c'est une maladie chronique, et vous n'oubliez pas la prise en charge à 100%. La surveillance. Donc la surveillance, c'est une surveillance rapprochée. Donc le patient, vous devrez le voir à peu près tous les 15 jours, puis tous les mois. Vous devez d'abord évaluer l'efficacité du traitement, ensuite sa tolérance et enfin la survenue des complications. Pour l'efficacité du traitement, elle est d'abord clinique. Il faut vous assurer que le patient perd du poids, qu'il perd ses œdèmes. Vous faites une bandelette urinaire pour vous assurer de la disparition de la protéinurie. Vous mesurez la pression artérielle pour vous assurer qu'elle est bien inférieure à votre objectif de 130/80. Et enfin, vous lui demandez de surveiller ses glycémies qu'il notera sur un carnet. Ensuite, il faut faire une surveillance biologique. Donc pour ça, vous demandez une protéinurie des 24 heures qui doit être inférieure à 0,5 g. Vous surveillez la fonction rénale, l'urée et la créate. Vous surveillez le LDL, cholestérol et tout le bilan lipidique avec un objectif inférieur à 1 g par litre, ça c'est très important. Et enfin, vous faites régulièrement une hémoglobine glyquée et l'objectif c'est 6%. Vous devez également vous assurer de la réalité du sevrage alcoolo-tabagique, donc vous devez l'interroger sur sa consommation, éventuellement lui proposer une prise en charge spécialisée. Ensuite, vous devez surveiller la tolérance du traitement. Donc cliniquement, c'est la tolérance du traitement par IEC et ARA2. Donc vous recherchez une hypotension artérielle et surtout une hypotension artérielle orthostatique. Comme vous allez lui donner des IEC, vous vous assurez qu'il n'ait pas de toux et qu'il n'ait pas de myalgie sous statine. Ensuite, biologiquement, il faudra surveiller 3 choses. La kaliémie, à la fois pour le traitement par l'Asilix qui peut donner des hypokaliémies et à l'inverse pour le traitement par IEC et ARA2 qui donne des hyperkaliémies. Il faudra également s'assurer que la fonction rénale ne se dégrade pas sous ce traitement. Donc vous demandez régulièrement une créatinine. Et enfin, il faudra faire régulièrement un dosage des CPK pour le traitement par statine. Et vous surveillez l'absence de complications. Donc vous évaluez régulièrement l'état nutritionnel de votre patient. Vous recherchez toujours des signes de thrombose veineuse profonde. Vous palpez les mollets, c'est très important. Et enfin, les signes d'infection, ça c'est aussi très important. Vous prenez la température, vous recherchez un rhume, de la toux, des crachats, etc. Et enfin, vous en profitez pour faire un soutien psychologique de votre patient et pour l'éduquer et lui rappeler les principes du traitement et de la surveillance. Quelques jours après la biopsie, le patient présente de violentes douleurs lombaires droites avec une protéinurie et l'apparition d'une hématurie. Vous faites cet examen et on vous demande de l'interpréter. Donc c'est pareil, il faut toujours préciser de quel type d'examen il s'agit. Donc il s'agit d'une échographie rénale qui est de moyenne qualité. Donc vous voyez le rein qui est ici, avec au centre en blanc, ici, la médulaire, et autour en noir la corticale. Et ce que vous voyez ici, c'est un croissant hypoéchogène qui se situe sous la capsule rénale et qui correspond à un hématome sous-capsulaire qui est secondaire à la biopsie. Et donc c'est très important. Donc, comme tout à l'heure, le diagnostic positif, c'est l'hématome sous-capsulaire. Le diagnostic topographique, c'est le rein droit, puisqu'il avait mal à droite et que il avait mal à droite. Et enfin, la cause, c'est la biopsie. Vous auriez pu évoquer une autre complication. Quelle est-elle? Devant l'apparition de douleurs lombaires unilatérales et d'une hématurie, chez un patient qui présente un syndrome néphrotique et en particulier une GEM, il faut toujours évoquer une thrombose de la veine rénale, qui est une complication classique du syndrome néphrotique et en particulier de la GEM. Donc il faut toujours associer un Doppler à l'échographie. Et là encore, il fallait préciser le côté, c'est la thrombose de la veine rénale droite.
Les points importants sur ce dossier, toujours les réflexes. Devant toute protéinurie, vous donnez à votre patient soit des IEC, soit des ARA2 ou les deux. Quand un patient a des facteurs de risque cardiovasculaire, il faut les contrôler, ça c'est très important. Devant tout patient alcoolo-tabagique, il faut penser au sevrage. Si vous aviez un patient alcoolique ou tabagique ou les deux dans un dossier, il va falloir lui proposer à un moment ou à un autre de se sevrer. Et enfin, il faut penser au cancer. La chose également importante, c'est que le diagnostic de syndrome néphrotique, il est biologique sur la protéinurie, l'albumine et les protides. Pour la GEM idiopathique, on ne fait plus le protocole de Ponticelli. Le traitement de première intention, c'est la néphroprotection. Et enfin, donc ce qui vous aurait valu 0, c'était ne pas rechercher les causes secondaires de GEM, en particulier l'hépatite B chez ce patient qui avait été transfusé, les néoplasies, et également d'oublier les IEC et les anticoagulants si l'albumine était inférieure à 20 grammes par litre. Donc les choses importantes en néphrologie, vous l'aurez compris, c'est de savoir quel est le diagnostic syndromique, de ne jamais oublier la néphroprotection, le traitement antiprotéinurique, les facteurs de risque cardiovasculaire, ça ce sont les choses importantes. Pour pour rechercher les références en néphrologie, d'abord il y a un site très bien fait par la faculté de Strasbourg qui est le site Néphroeus, dont vous avez l'adresse ici. Ensuite, il y a plusieurs conférences de consensus qui ont été publiées sur l'insuffisance rénale chronique, sur l'hypertension artérielle, que vous pouvez retrouver sur le site de l'HAS. Enfin, l'outil indispensable pour étudier la néphrologie, c'est le poly des enseignants de néphrologie, c'est l'ELIPS. Vous pouvez également vous aider du poly de Joly, mais qui est un poly plutôt de synthèse et qui est plutôt constitué de fiches. Donc en première intention, vraiment, lisez l'ELIPS qui est très bien fait et puis qui est fait par les étudiants, donc on ne pourra pas vous poser des questions qui ne sont pas traitées dans ce poly. Enfin, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire un mail à l'adresse que je vous ai laissée et bon courage pour ces 2 années qui vont être difficiles.